que tu peux me confirmer? Oui, OK, je l'ai. Yes. Génial. Donc, toute l'information qu'on vous présente ce matin, dans le fond, elle est disponible sur le site web. Vous l'avez sans doute même, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez cliqué sur un lien qui était disponible dans cette nouvelle-là ou encore dans nos courriels. Donc, le lien vient d'être déposé dans le chat par Josiane. Donc, vous pouvez cliquer, ça vous amène directement à la nouvelle. Et il y a donc le guide du demandeur et le formulaire d'intention qui sont là directement, que vous pouvez cliquer et il y a l'information qui est là. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Josiane pour les différents critères d'admissibilité et les objectifs de l'appel à projet. Merci Claudine. Donc, d'emblée, je voudrais préciser qu'on ne connaît pas notre enveloppe disponible pour cet appel à projet-là actuellement. En fait, Réussir, on obtient notre financement du ministère de l'Éducation dans le cadre d'entente triennale et comme toutes les autres instances régionales de concertation en réussite éducative au Québec, on est en renouvellement d'entente. Donc, nos budgets à ce jour pour du soutien aux projets locaux ne sont pas connus. Toutefois, 2026. Donc, notre comité de chantier de réussite éducative a décidé de lancer tout de même l'appel à projet malgré cette incertitude-là. Fait que ça, on le précise bien là, à la page 3 du guide. Il se pourrait que certains projets retenus ou même que l'appel à projet au complet soit totalement retiré faute de fonds. Mais on est confiant dans nos négociations avec le gouvernement. Donc, on a décidé d'aller de l'avant et de se lancer. On a établi un montant plafond par projet à 15 000 $. Donc, ce n'est pas des gros montants, c'est des montants qu'on pense qui sont suffisants pour servir de levier à la mise en place de projets. Puis comme l'an dernier, pour favoriser le soutien d'un maximum de projets, on va vraiment utiliser un formulaire d'intention dans un premier temps. Puis dans le cadre de ce formulaire-là d'intention, vous allez être invité à inscrire le montant, bien entendu, que vous demandez en subvention à réussir, mais on va aussi vous demander d'inscrire, ça serait quoi le minimum requis de votre part pour assurer le démarrage du projet. Donc, ça, des fois, ça peut nous permettre, dans certains cas, avec le comité de sélection, de venir soutenir un projet de plus en réduisant juste légèrement un autre projet. L'intention, ce n'est pas de venir couper là, dans ce que vous demandez chacun dans les projets, mais on se permet là, de faire cette demande-là comme l'an dernier. Donc, le montant idéal et le montant minimum pour pouvoir démarrer votre projet. Donc, l'appel à projet en persévérance scolaire, il vise à servir de levier pour venir agir ensemble sur les priorités régionales qu'on s'est données au niveau de la région en termes de réussite éducative. Et spécifiquement dans le cadre de l'appel à projet, on a priorisé 3 priorités d'action régionale. Donc, la valorisation de la diplomation, le choix d'études et de carrière et le soutien et l'implication des parents. Donc, les projets soutenus doivent vraiment être structurés autour de ces priorités-là, mais ils doivent également spécifiquement contribuer à des changements souhaités qu'on a identifiés à l'intérieur de ces priorités-là. Donc, quand comme région, on s'est donné des priorités d'action régionale il y a 2 ans, on s'est aussi donné des changements souhaités pour chacune de ces priorités-là et vos projets doivent clairement contribuer à ces changements souhaités-là. Ça fait partie là, des critères d'admissibilité qui sont expliqués notamment à la page 4 là, du guide du demandeur. Ensuite de ça, parmi les critères qu'on retrouve à la page 5 du guide, je porte votre attention sur un critère super important, c'est le critère numéro 3. Les projets qu'on soutient doivent prioritairement cibler des groupes qui ont été jugés comme plus prioritaires dans notre région. Donc, ça doit être des projets qui visent soit des jeunes et des familles issus d'un milieu anglophone, issus de l'immigration, issus d'un milieu précaire, donc d'un milieu défavorisé, ou pour des jeunes qui présentent des besoins particuliers. Donc, on ne soutient pas de projets de type qu'on appelle universel. On soutient vraiment juste des projets qui s'adressent spécifiquement à des groupes qui ont été identifiés plus prioritaires là, dans le cadre de notre planif stratégique.
Ensuite de ça, il y a aussi des critères qui viennent compléter, des fois, dans certains cas, c'est des critères qu'on s'est donnés régionalement. Dans d'autres cas, c'est des critères qui sont associés au programme de lequel on reçoit du financement. Donc, un de ces critères-là, c'est la fréquence et l'intensité. Donc, les projets qu'on va soutenir doivent présenter une certaine fréquence et intensité auprès du même jeune ou du même parent. Donc, un projet qui est de type un événement une seule fois, ce n'est pas un projet qui est admissible. Un projet qui, sur 9 mois, aurait 2 interventions auprès d'un jeune, ce n'est pas un projet qui est inadmissible. Donc, on doit vraiment avoir une fréquence et une intensité auprès du groupe de jeunes ou auprès des familles ou des parents qui sont ciblés. Ensuite de ça, ce sont des projets qui devront se dérouler durant l'année scolaire 26-27, donc des projets qui pourront débuter en septembre 2026 et qui devront avoir été complétés en juin 2027. Et un critère qui nous est imposé par le ministère de l'Éducation, c'est que le projet doit avoir lieu de façon majoritaire à l'extérieur du 25 heures d'enseignement. Donc, on ne veut pas venir empiéter sur le temps de classe. L'exception, c'est si c'est des projets qui visent un projet de type raccrochage, donc un retour aux études ou un projet qui prévoit une forme d'alternative d'enseignement pour des décrocheurs. Ça, c'est des projets qui peuvent être exemptés là, du fameux 25 heures de classe. Excusez-moi. Et finalement, notamment pour les projets qui impliquent des adolescents ou des parents, les projets doivent suggérer une forme de mise en place de conditions qui favorisent la prise en charge par les participants. Donc, il faut prévoir d'une certaine façon, impliquer les différentes parties prenantes là, dans votre projet. Je me prends une gorgée d'eau parce que j'ai un chat dans la gorge. Fait que ça, c'était tous les critères là, sont super bien expliqués dans le guide du demandeur. Je vous invite fortement à en prendre connaissance. On a vraiment explicité là, chacun des critères. Je ne les ai pas toutes regardés avec vous, là, mais la majorité là, sont présentés ce matin, mais il y en a d'autres, peut-être de façon un peu plus précise, qui sont explicités dans le guide du demandeur. L'admissibilité. En fait, tout d'abord, seuls les organismes à but non lucratif avec un NEQ sont admissibles. Donc, si vous n'êtes pas un organisme légalement constitué, vous n'êtes pas un OBNL, vous pouvez désigner une organisation distincte porteur de projet pour agir à titre d'organisation répondante fiduciaire. Là, par exemple, si c'est une table de concertation qui souhaite déposer un projet puis que la table de concertation, elle n'a pas d'entité légale, ça peut être son mandataire, son fiduciaire là, qui dépose le projet. Les écoles directement ne sont pas admissibles. Par contre, elles peuvent bien entendu là, faire une entente avec un organisme à but non lucratif ou avec une fondation. Puis, 2 éléments de concertation qui sont super importants. Premièrement, dans tous les cas, les projets doivent être concertés avec le milieu scolaire. Donc, ça peut être un projet que vous avez de concert avec une école, 2 écoles, 3 écoles, avec un centre de service scolaire, avec la commission scolaire Eastern Townships. Et lors de votre dépôt de demande complète, vous devrez fournir un courriel ou une lettre d'appui du milieu scolaire, mais dès le formulaire d'intention, vous devez inscrire là où est-ce que vous en êtes rendu avec l'école. Donc, on est vraiment dans un principe où est-ce que l'école doit être mise dans le coup dès le début. Donc, l'idée, c'est pas de dire je contacterai l'école dans un deuxième temps si mon projet est admis. Bien, pour nous, ce n'est pas concerté avec l'école. Donc, l'école doit être mise dans le coup dès le début de la réflexion et dès le début du dépôt de projet. Et le projet doit aussi être issu ou être concerté avec une instance de concertation dans votre territoire. Une table de concertation jeunesse, une table de quartier, une instance de développement social. Donc, si ce n'est pas issu d'une instance de concertation, vous devez aller chercher l'appui d'une instance de concertation pour s'assurer que les partenaires du territoire sont au courant de ce projet-là que vous développez de concert avec le milieu scolaire. Ensuite de ça, dans le guide du demandeur, vous avez aussi tous les frais qui sont admissibles puis les frais qui sont non admissibles. Fait que c'est assez classique, là, je vous dirais, les frais admissibles, c'est les frais directs avec le projet.
Donc, tous les frais qui sont des frais indirects ou des frais qui sont plus liés au fonctionnement de l'organisation, ce ne sont pas des frais qui sont admissibles. Tout comme, je ne l'ai pas mentionné, là, mais on l'explique bien dans le guide, cet appel à projet-là ne sert pas à financer votre mission. On est vraiment dans la mise en place de projets spécifiques qui vont au-delà de vos énoncés de mission respectifs. Donc, les frais admissibles, des ressources humaines dédiées au projet, du matériel d'animation, des collations pour favoriser la participation des participants, des frais de déplacement, des frais de promotion. Donc, ça, là, il n'y a pas de souci. Puis, tout le détail est mis aussi dans le guide du demandeur. Puis le dernier élément, avant que je repasse la parole à Claudine, cette année, on a monté une marche de plus, puis on vous a vraiment mis de façon très détaillée la grille d'analyse qui va être utilisée par le comité de sélection. Donc, le comité de sélection de projet là, est composé de 3 partenaires de notre chantier en réussite éducative et de l'équipe de réussir. Donc, vous avez dans le guide du demandeur le détail de chacun des critères, l'échelle de points qui va être utilisée et la pondération pour chacun de ces critères-là. Puis, un élément qui est nouveau cette année, c'est suite à un atelier qu'on a eu avec notre chantier réussite éducative sur le coût du décrochage scolaire, puis l'impact de la diplomation, puis les disparités qu'on a dans notre territoire estrien. Il y a une évaluation de la vulnérabilité des territoires qui a été faite au regard de certains indicateurs qui a été demandé par notre chantier de réussite éducative. Puis ça nous a permis de mettre en lumière des territoires qui présentent une plus grande vulnérabilité au regard de ces indicateurs-là qu'on a retenus pour la réussite éducative. Et il y a une bonification des projets qui va être apportée dans certains cas. Donc, c'est une bonification qui représente environ 5, bien pas environ, qui représente 5 points de pourcentage de la note globale sur 100. Donc, les projets qui vont provenir des territoires des MRC des Sources, de la Haute-Yamaska et du Haut-Saint-François auront de facto 5 points additionnels. Les projets qui vont provenir des territoires de Brompsisquoi, Granit, Menfrémagog et Val-Saint-François auront 2 points additionnels. Alors que les projets des territoires de Sherbrooke et Quaticook n'auront pas de points additionnels. Donc, ça ne veut pas dire, au contraire, là, si vous êtes de Quaticook ou de Sherbrooke, ne vous empêchez pas de déposer des projets, mais il n'y aura pas de points supplémentaires là, associés au territoire. Donc, ça fait pas mal le tour, je pense, Claudine. Je ne sais pas si j'ai-tu oublié des éléments au niveau plus de l'admissibilité et des critères? Je ne croirais pas. Dans le survol général qu'on avait prévu faire, là, ça couvre. S'il y avait des questions particulières, dans le fond, à la période de questions, les gens pourront demander. Là. Et sinon, bien sûr, c'est un survol qu'on fait du guide, mais le guide, c'est la Bible pour l'appel à projet. Donc, on vous invite vraiment à vous y référer. Dans le fond, moi, je vais prendre la suite pour les aspects plus techniques, donc de dépôt. Donc, pour déposer le projet, vous allez devoir soumettre votre formulaire d'intention avant le 13 mars. C'est le 13 mars à 16 h qui est précisé dans le guide. Donc, ce formulaire-là, c'est le formulaire web, on va le voir un peu plus loin. Il va y avoir par la suite l'analyse des demandes reçues donc, par le comité de sélection que Josiane nous présentait. Et ça va aller dans la semaine du 13 avril où tous les promoteurs de projets déposés seront contactés pour les aviser, bien sûr, de la décision du comité. Et pour ceux qui seront retenus, il va y avoir un travail. Donc, il y a l'assignation d'un agent de développement de réussir au dossier. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de pair ensemble entre le promoteur et l'agent de développement pour en arriver à la demande complète parce que cette demande-là, dans le fond, on la dépose, nous, au ministère de l'Éducation pour aller confirmer les sommes. Ce n'est pas un automatisme. Et donc, ça va se passer donc entre le 13 avril et le 8 mai pour ce qui est du dépôt de la demande complète. Et donc, à la demande complète, dans le fond, là, le formulaire d'intention, ce n'est que le formulaire web auquel vous avez déjà accès. La demande complète, c'est un formulaire qui est plus complet. Un budget détaillé aussi. Donc, à l'étape du formulaire d'intention, tout ce qu'on demande, c'est un budget total et un montant demandé et le montant minimal. Là, le détail des dépenses, ça va être vraiment à la demande complète du 8 mai. Et c'est à ce moment-là aussi où on va demander d'avoir soit le courriel ou la lettre provenant des 2 instances, donc du milieu scolaire
et de la concertation. Donc, il y aura vraiment des documents à l'appui là, pour venir démontrer justement la mobilisation, la concertation qui est demandée. Donc, je le disais, le formulaire d'intention, vous y avez déjà accès, vous êtes en mesure de le cliquer soit à partir du site web ou à partir du guide. Donc, c'est un formulaire qui est entièrement sur Internet. Donc, vous allez vous présenter votre organisme, vous expliquer votre projet, vous nous démontrez en quoi il répond aux priorités régionales ainsi qu'aux différents critères. C'est une série de questions. Vous allez voir qu'il y a du maximum de texte. Donc, le but, c'est vraiment d'être dans un esprit de synthèse. Mais c'est quand même le moment de nous vendre votre salade, donc de nous démontrer en quoi votre projet répond aux besoins du milieu, répond aux besoins qui ont été identifiés de façon concertée et bien sûr qu'il répond aux critères du programme aussi. Et un ajout cette année qui n'était pas possible l'année dernière en raison de la plateforme que l'on utilisait, vous allez pouvoir enregistrer votre formulaire et y retourner par la suite. Donc, vous n'êtes pas obligé de le compléter de façon entière. Je te vois réagir, Yves, donc j'ai l'impression qu'il y avait une question qui était là pour ça. Non, OK, parfait. Mais donc, oui, ça va vous permettre, ce qu'on vous invite bien sûr à faire, c'est de toute façon de prendre les questions et de préparer votre texte, là, donc de vous assurer d'avoir du copier-coller, là, il y a toujours des aléas avec la technologie, mais il vous sera possible donc d'enregistrer, d'y revenir, de peaufiner, mais assurez-vous d'avoir transmis, donc d'avoir vraiment cliqué « Envoyer » lorsqu'on sera au 13 mars 16h, parce que ce ne sont que les formulaires complétés et envoyés qui seront analysés par le comité. On a déjà fini de présenter, donc on vous l'avait dit, une vingtaine de minutes, donc on n'est pas pire. Donc, on va prendre les prochaines minutes, en fait, d'ici 11h45 au maximum pour répondre à des questions si vous en avez. On vous demanderait peut-être de respecter certaines règles, là, juste question que ça puisse, que toutes les questions puissent se retrouver facilement là, dans l'enregistrement. Donc, on vous demande de lever votre main virtuelle, question qu'on puisse suivre l'ordre des questions s'il y en avait. Pour ne pas alourdir justement la période de questions, puis pour en faciliter l'écoute à l'enregistrement, on vous demande de ne pas nous écrire dans le chat, là, vraiment de prendre la parole, de lever votre main, d'ouvrir votre micro. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre caméra. Et bien sûr, là, on ne sera pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité d'un projet particulier. Donc, on vous demande, si vous avez une question en lien avec votre projet, d'essayer de la faire de la façon la plus générale possible pour que ça puisse être au bénéfice de tous. Et vous avez le courriel dans le guide, vous l'avez ici. Donc, toutes vos questions, bien sûr, à projet au pluriel à réussiresprit.ca. Donc, on sera en mesure d'y répondre. Puis, s'il y avait même des particularités là, dans vos questions d'aujourd'hui qu'on avait besoin de préciser, donc on pourra le faire de cette façon-là. Donc, je nous invite à cesser le partage et à venir en mode ouvert, en mode télé. Donc, je vois déjà, donc Nathalie, tu as une question, on te laisse la parole. Oui, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que les centres d'alphabétisation comptent dans les écoles? Parce qu'on dit que le projet doit être fait en partenariat avec une école. En fait, non. Dans le fond, les écoles, c'est vraiment les écoles qui sont sous les centres de services scolaires ou une école privée, là. Mais dans le sens que toi, comme centre d'éducation populaire, tu es un organisme éligible parce que tu es un OBNL. Par contre, le projet doit être fait quand même de façon concertée avec un milieu d'enseignement. Donc, ça doit reconnu un milieu d'enseignement là, affilié au ministère de l'Éducation officiellement. OK, parfait. C'est dommage, mais parce que mes participants ne sont pas encore dans le système scolaire. Mon but, c'est de les raccrocher justement au système scolaire. Oui, mais peut-être que c'est de regarder à établir une collaboration officielle peut-être avec le centre d'éducation des adultes de ton territoire pour, après ça, avoir un référencement. Dans le fond, c'est de démontrer que le milieu scolaire reconnaît que ce projet-là va être contributif à l'atteinte de ses objectifs à lui
et OK. qu'il y aura une forme de collaboration. Fait que dans ton cas, à toi, c'est pas pour du référencement du milieu scolaire vers ton projet, ça serait plus de ton projet vers le milieu scolaire, mais peut-être d'établir officiellement des ponts avec un appui là, du Centre d'éducation des adultes, mettons. Ouais, OK. Ou formation professionnelle, parce que dans le fond, je Ou les formation prépare professionnelle. Oui, au DEP. Fait que, OK, merci bien. exactement. Super. Lucie? Oui, nous, on se demandait s'il y avait des âges, dans le fond, des âges visés pour l'appel à projet. Parce On n'a pas ciblé d'âge. C'est sûr et certain qu'on est fait qu'on est dans une perspective. Bon, là, un parent peut avoir. Un parent, c'est un parent. Un enfant ou un jeune, là, on peut être dans une perspective zéro. Ça pourrait même aller jusqu'à 30-35 ans dans une optique de raccrochage, là. Donc, fait qu'il n'y a pas de groupe ciblé de façon particulière. Mais on reste quand même dans un concept de semi-jeune, si on veut, là, parce que c'est le financement qu'on octroie est dans cette perspective, qu'on reçoit est dans cette perspective-là, mais il n'y a pas de cible d'âge qui est ciblée. Et merci. Merci, Lucie. André? Bonjour. Allô? Donc, deux petites questions. Premièrement, je me demandais, quand vous avez parlé de l'intensité du nombre d'interventions, bon, qu'évidemment, deux, c'était pas suffisant, puis je comprends tout à fait, mais juste pour donner une idée de grandeur, là, tu sais, nous, exemple, un des projets que j'avais en tête, ce serait quelque chose de 6 à 8 rencontres dans une session. Est-ce qu'on rentre dans une fourchette qui fait du sens de votre côté ou c'est encore pas assez? Ben non, moi je pense que on ne l'a pas défini de façon très explicite, de façon volontaire, dans le sens que Mhm. la fréquence et l'intensité sur un projet de 6 mois va peut-être pas être la même que sur un projet de 3 mois. Mais ce qu'on veut, c'est on Mhm. veut voir un projet qui est plus court, ben c'est sûr qu'on va peut-être plus avoir de l'intensité. Un projet qui est plus Mhm. long, ça va peut-être être plus de la fréquence. Donc, Mhm. ce que tu me nommes là, ça fait déjà du sens, là. Mais on veut éviter vraiment le one-shot deal ou Parfait. l'intervention. Je le vois une fois à l'automne, je le vois une fois au printemps. Ça ne vient pas Mhm. changer des comportements, ça, là. Parfait. Super, merci. Puis l'autre question, c'était en lien. Bon, là, je me demandais le critère de soutien et implication des parents, par exemple. Est-ce que sur votre site, un endroit où on peut voir des projets de ce critère-là dans le passé qui ont été faits pour avoir une idée? Euh, bon, vas-y, Claudine, Ouais, puis après ça, je vais. encore plus précis que soutien et implication des parents, on est vraiment dans Mhm. le changement souhaité qui est la collaboration entre l'école, la famille et la communauté, Mhm. se développe au bénéfice du jeune. Donc, Oui. on va vraiment vouloir voir cet aspect-là, donc vraiment de Mhm. Ouais. collaboration école, famille, communauté. Oui. Je ne sais pas si on l'a repris dans le guide, mais je sais qu'on a partagé l'année dernière, entre autres, l'étude du Conseil supérieur de l'éducation sur les bonnes pratiques de collaboration école, famille, communauté. Je pourrais, d'ici la fin de notre rencontre, même venir Mhm. mettre le lien là, dans le chat ici, puis on pourra s'assurer de le mettre dans la nouvelle aussi à jour. Mais donc, on est vraiment dans cette précision-là. On fait attention de ne pas être trop précis pour éviter donc d'exclure, mais Mhm. va falloir qu'on voit donc de la collaboration entre les trois entités Mhm. au niveau de ces projets-là. Mais ça peut être très, très vaste. Puis on vous laisse justement on vous laisse la créativité puis c'est ça, de venir connecter là. Puis les liens justement avec l'étude aussi vont permettre pour ces projets-là de venir répondre aux critères de l'appui sur la recherche. Donc, on pourra la déposer. Peut-être si ça te crée une question complémentaire, n'hésite pas à la poser. Parfait, merci. Oui, puis c'est important ce que Claudine a nommé. On a d'autres changements souhaités qui sont visés dans le soutien et l'implication des parents, mais dans le cadre de cet appel à projet-là, le changement souhaité qui est associé au soutien et l'implication des parents, c'est vraiment la collaboration école-famille-communauté. Donc, un projet qui serait vraiment axé sur ça pourrait cocher là, ce changement souhaité-là de façon spécifique.
Donc, c'est dans le chat, vous l'avez, là, donc le lien vers le Conseil supérieur de l'éducation pour l'étude complète, mais aussi là, il y a le sommaire et les napperons qu'on appelle. Donc, on vous invite à en prendre connaissance. Si vous êtes pour déposer au niveau de ce changement souhaité-là, c'est une Bible récente pour venir connecter votre projet, puis vous inspirer potentiellement. Là, il y a énormément d'initiatives et de bonnes pratiques qui ont été citées par le Conseil supérieur de l'éducation dans cette étude-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions autour de la table, de l'écran? Ça fait le tour pour vous. Ce que j'aurais peut-être le goût de rajouter, Claudine, qu'on n'a peut-être pas mentionné, là, c'est quand vous allez rédiger votre demande de projet, prenez pas pour acquis que quelqu'un de l'équipe de Réussir connaît peut-être le projet parce que les gens qui sont sur le comité de sélection, c'est des partenaires qui sont autour de notre chantier réussite éducative, mais ne collaborent sûrement pas avec vous au quotidien. Donc assurez-vous d'être vraiment, de rédiger votre projet comme si vous l'écrivez à du monde qui n'ont jamais entendu parler de votre projet. Donc, ça, on a vécu des petites choses comme ça l'année dernière, là, fait qu'on vous invite là, à être précis là, à ce niveau-là. Fait que s'il n'y a Si pas ça fait d'autres le tour pour questions, vous, ben oui, ça fait le tour pour nous. Ben, vous aurez gagné 15 minutes de votre vie pour pouvoir faire autre chose. Et, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui pop par après là, à l'adresse projet@réussirestri.ca, on pourra là, répondre à vos interrogations là, qui pourront émerger d'ici le 13 mars. Ben, merci à tous d'avoir été présents. Merci pour vos questions. Merci. Puis on attend vos nouvelles. On a bien hâte de lire vos projets. Merci. Merci.